Il est la meilleure chose qui me soit arrivée. C'est ainsi qu'a commencé l'histoire d'amour de Shannan et Chris Watts. De nos jours, les médias sociaux permettent de découvrir la vie d'une personne, de savoir qui elle est et quels sont ses passe-temps. Ainsi, la vie de Shannan, mère heureuse et épouse merveilleuse, semblait parfaite sur les médias sociaux. Mais ce que nous ne savons pas, c'est que sous ces photos se cache une toute autre vie. Alors quand vous voyez une vie parfaite, sachez que ce n'est pas si simple. Chris Watts et Shannan Watts sont originaires de Spring Lake et d'Aberdeen, en Caroline du Nord. Ils se sont rencontrés en 2010 et se sont mariés le 3 novembre 2012 à Mecklenburg-Land. Shannan était atteinte de lupus, une maladie auto-immune dans laquelle le corps humain affecte ses organes, ce qui explique pourquoi les médecins lui ont donné ce redoutable diagnostic d'infertilité. Mais Shannan et Chris n'ont pas désespéré et 2 magnifiques filles sont nées. Ils ont eu 2 filles, Bella Watts, née en 2013, et Céleste Watts, née en 2015. Pendant 2 ans, ils ont vécu dans une maison de 5 chambres à Frederick, dans le Colorado, achetée en 2013. La vie de Shannan et Chris se passait très bien. Mais en 2015, la famille a déposé le bilan. Chris Watts a travaillé pour Anadarko Petroleum en tant qu'opérateur à partir de janvier 2015. Shannan était porte-parole de Level, une entreprise de santé et de collaboration internationale qui proposait une marque appelée Flourish. Malgré les difficultés financières, le mari et la femme ont travaillé et se sont efforcés d'assurer le bien-être de la famille. Ils semblaient tout avoir, une belle famille, une maison confortable de 5 chambres et des attentes merveilleuses suscitées par la grossesse de Shannan à 15 semaines. Ce sera leur premier garçon. Malgré son lupus, Shannan était toujours énergique et répandait la positivité partout où elle allait. Elle travaillait dur pour être une bonne mère et, dans le cadre de son travail, elle vendait Thrive pour une société de marketing appelée Level. La famille Watts semblait heureuse et Shannan parlait souvent de leur belle vie sur les médias sociaux. Il semblait vraiment avoir une vie parfaite jusqu'à cette nuit d'août où Shannan est rentrée à la maison et où tout a changé. Shannan est rentrée d'un voyage d'affaires en Arizona vers 1h48 le 13 août 2018, après que son amie et collègue Nicole Utoft Atkinson l'a déposée à l'aéroport. Chris était à la maison pour garder les enfants pendant le week-end alors que Shannan était en voyage d'affaires. Plus tard dans la journée, Nicole s'est inquiétée lorsque Shannan a manqué un rendez-vous prévu chez un médecin spécialiste de la grossesse et n'a pas répondu à ses messages textuels. Après avoir manqué un rendez-vous professionnel, Nicole, inquiète, s'est rendue chez son amie vers 12h10 et, en l'absence de réponse, a contacté Chris, qui était au travail, et a appelé le service de police de Frederick pour signaler la disparition de Shannan et des filles. Vers 1h40, un agent de police est arrivé pour procéder à un contrôle de bien-être. Chris est arrivé chez lui, est entré dans la maison par la porte du garage et a laissé Nicole et la police attendre à la porte d'entrée pendant quelques minutes. Pendant le contrôle, il a permis à l'agent de police de fouiller la maison, mais ni Shannan ni les filles n'étaient visibles. Lorsqu'ils sont entrés dans la maison, les policiers ont vu des signes indiquant que Shannan était bien rentrée de son voyage. Il y avait une valise près des escaliers et les chaussures des filles près de la porte. Une caméra de surveillance installée sous le porche a ensuite confirmé que Shannan était entrée dans la maison. Cependant, elle n'était pas là et n'avait apparemment rien emporté d'autre que ses enfants. La police a indiqué que son sac à main, son portefeuille et ses médicaments ont été retrouvés dans la maison. Parmi les autres découvertes étranges, le téléphone portable de Shannan a été retrouvé dans les coussins du canapé de l'étage et non dans son sac à main. Le chien se trouvait dans la maison et était manifestement agité. Sa voiture, dans laquelle se trouvaient encore les sièges des enfants, était dans le garage. Son alliance a également été retrouvée dans la chambre principale après que Chris l'a montrée à la police lors d'une perquisition. Le FBI et le Colorado Bureau of Investigation se sont joints à l'enquête le lendemain, 14 août. Alors que les enquêteurs, accompagnés de chiens de recherche, passaient la zone au peigne fin,
Les détectives ont décidé d'interroger d'abord la personne disparue la plus proche. Ils ont commencé par interroger Chris, puis la famille Watson. Lors de l'interrogatoire de Chris, on lui a immédiatement demandé s'il avait remarqué quelque chose d'étrange dans le comportement de sa femme, s'il y avait eu des conflits récemment. Chris a assuré qu'ils s'étaient rencontrés à la maison et qu'ils avaient discuté, après quoi Chris a commencé à parler de divorce. Shannan et Chris ont parlé pendant un long moment et ont même pleuré ensemble, disant ce qu'ils avaient sur le cœur, puis Chris est parti au travail et n'a pas revu Shannan et les filles depuis. Chris a d'abord déclaré à la police qu'il n'avait aucune idée de l'endroit où Shannan, Bella ou Céleste pouvaient se trouver et qu'il n'avait pas vu sa femme depuis 5h15 du matin à l'extérieur. Les inspecteurs ont décidé de vérifier les dires de Chris et ont constaté qu'il l'avait effectivement vu quitter son domicile à Frederick, une localité située à 20 miles au nord de Denver, vers 5h15, 5h30 du matin le lundi 13 août. Chris Watts a déclaré aux enquêteurs de la police qu'il s'était rendu ce matin-là sur un lieu de travail appartenant à son employeur, Anadarko, à une quarantaine de kilomètres de son domicile, à une quinzaine de kilomètres au nord-est de Kingsburg. L'endroit s'appelait Servi 319, mais la police et la caméra de surveillance d'un voisin ont ensuite constaté que personne d'autre que Chris n'avait quitté la maison. Plus tard, Chris Watts a également été interviewé par des chaînes de télévision de Denver à l'extérieur de la maison, les suppliant de revenir et de leur dire à quel point il aimait sa femme et surtout ses enfants, assurant les gens de son chagrin. Il a continué à dire que « mes enfants sont tout pour moi et Chris ne peut même pas imaginer la vie sans eux ». Il a été décidé de poursuivre l'interrogatoire avec des amis de Shannan et de Chris. Les amis ont également parlé de la merveilleuse famille qu'ils ont. Mais les amis les plus proches ont révélé que Shannan était partie vivre avec les enfants en Caroline du Nord pendant 1 mois pour le moment. Pendant ce temps, Chris, resté à la maison, se plaignait de ne pas vouloir de 3e enfant. Les tensions dans leur relation avaient atteint leur paroxysme quelques jours avant l'incident. À l'époque, Shannan était en voyage d'affaires et avait remarqué qu'une grosse somme d'argent avait été débitée de sa carte. Shannan pensait que Chris la trompait. Bien entendu, Shannan a appelé son mari et lui a demandé de lui expliquer ce qui se passait. Chris a assuré à sa femme qu'il avait dépensé l'argent pour le dîner et qu'il était allé au match de baseball. Il a juré qu'il était complètement seul, prouvant ainsi qu'il ne trompait pas sa femme. En d'autres termes, cette famille apparemment parfaite avait ses propres problèmes que les amis, les voisins et les proches ne pouvaient pas voir. Lorsque les recherches pour retrouver Shannan et ses filles ont commencé, l'un des policiers a vu dans une poubelle un drap froissé provenant de la chambre à coucher des époux, ce qui est devenu l'une des preuves les plus solides par la suite. Son entourage, ses collègues et ses amis ont vu que Chris était un mari merveilleux et un père affligé. La disparition de Shannan, Bella et Céleste est devenue une affaire publique. Des journalistes de tout le pays en parlent. L'un d'entre eux, présent depuis le début de l'enquête, a commencé à remarquer qu'il se passait vraiment quelque chose d'étrange avec Chris. Comme le journaliste l'a dit lui-même, « Je n'ai pas pu poser de questions directes à Chris. Je ne pouvais pas lui poser directement des questions sur son implication dans la disparition de Shannan et de ses filles, car cela l'aurait blessé et aurait semblé cruel. J'ai donc décidé de lui demander s'il y avait des conflits entre Chris et Shannan et je voulais voir comment il réagirait à ma question. J'ai été surprise qu'il réponde tout de suite, mais il m'a donné une réponse tout de suite. Chris Watts m'a surpris par sa réponse et sa réaction. Il a regardé directement la caméra et a demandé calmement à sa femme et à ses enfants de revenir. Je ne suis pas policier, mais même moi et le photographe à côté de moi avons été horrifiés par sa réponse. La police et les inspecteurs n'arrivaient pas à comprendre l'étrange disparition de Shannan et des filles, car les caméras montraient qu'elles n'avaient jamais quitté la maison. En continuant à regarder les caméras de surveillance, la police a vu que Chris s'emballait quelque chose de lourd enveloppé dans un tissu blanc à 5h30 du matin. Mais il n'était pas encore sûr de ce que c'était exactement. Les inspecteurs décident donc de procéder à un examen polygraphique le 15 août 2018. Au cours de l'interrogatoire,
Les détectives rapportent que Chris n'a pas réussi le test du détecteur de mensonges et qu'il s'est déjà rendu compte qu'il ne disait manifestement pas la vérité. Avant de faire des aveux, Chris a demandé à rencontrer son père, après quoi il a raconté son histoire qui a choqué absolument tout le monde. Chris a commencé par raconter qu'avant la disparition, Shannan et lui s'étaient disputés et qu'il avait dit à sa femme qu'il regrettait de l'avoir épousée. Ensuite, selon la version de Chris, il a entendu des bruits effrayants provenant de la chambre des enfants. Lorsqu'il est entré, il a vu Shannan massacrer leur fille cadette Céleste, puis leur fille aînée Bella. Après avoir vu ce que Shannan avait fait à ses filles bien-aimées, Chris était tellement bouleversé par l'horreur et la colère qu'il a décidé de faire la même chose à Shannan et l'a étouffée avec un oreiller. Chris a assuré à la police qu'après lui avoir fait part de son désir de divorcer, Shannan lui avait dit qu'il ne reverrait plus jamais leur fille. Après cela, elle a décidé de se débarrasser des filles. L'interrogatoire de Chris a duré environ 7 heures. Les mêmes questions ont été posées à Watts à plusieurs reprises pour s'assurer que les résultats étaient exacts. Pendant ce temps, les policiers poursuivaient leur travail. Les collègues de Chris ont ensuite été interrogés. On a appris que la voiture de travail de Chris était équipée d'une puce GPS qui indiquait l'emplacement et les mouvements de la voiture. Après avoir examiné l'emplacement de la voiture, ils ont découvert que Chris n'était pas allé travailler au bureau ce jour-là, mais qu'il s'était rendu directement à l'un des puits de travail pour une raison quelconque. Ensuite, les policiers ont voulu examiner une zone aussi vaste que possible et ont utilisé un drone pour observer la zone du puits depuis le ciel. Enfin, l'un des principaux indices a été trouvé. Il s'agit du même drap blanc que celui retrouvé froissé dans la maison de Shannan et Chris. Le 16 août, les autorités ont retrouvé les corps des membres de la famille de Watts sur la propriété de son ancien employeur, Anadarko Petroleum. Il avait été licencié le 15 août, jour de son arrestation. Les corps des filles ont été retrouvés cachés dans des réservoirs de pétrole. Shannan a été enterrée dans une tombe peu profonde à proximité, probablement parce que l'ouverture de chaque réservoir n'était que de 8 pouces, de sorte qu'elle n'a pas été placée dans le réservoir non plus, car son corps ne serait pas passé par l'entrée. Quelle est la cause d'un crime aussi horrible? Et était-ce vraiment comme le dit Chris? Les inspecteurs poursuivent leur travail, et au cours de l'interrogatoire, Chris déclare qu'en réalité, Shannan et lui vivaient depuis longtemps comme deux parfaits étrangers l'un pour l'autre. Leur mariage battait de l'aile. Shannan faisait de son mieux pour que leur famille soit parfaite. Malheureusement, seule Shannan essayait de préserver l'unité de la famille et Chris avait d'autres projets. Dans cette histoire, une personne fait son apparition et change déjà le cours de l'affaire. Nicole Kessinger fait son apparition et s'avère être l'amante de Chris. Nicole affirme que Chris était sérieux au sujet de son divorce et de sa relation avec Nicole. Les faits et les preuves découverts ultérieurement le prouvent. Cartes postales, correspondances, paroles de chansons, photos communes avec la jeune fille. Chris a assuré à Nicole qu'il divorcerait de sa femme, et elle l'a cru et l'a même aidé à trouver un appartement où il pourrait vivre après son divorce d'avec Shannan. Comme les faits l'ont montré par la suite, Shannan n'avait pas tort, Chris l'a vraiment trompé. Et cette énorme somme d'argent a bien été dépensée pour un dîner romantique avec Nicole, comme Chris l'appelait. Au moment de la disparition des enfants et de Shannan enceinte, ayant appris la nouvelle par les médias, Nicole elle-même est allée voir la police et a déclaré que Chris était un homme merveilleux et qu'il ne pouvait pas être impliqué dans la disparition de sa femme, qui était encore enceinte, et de sa fille. Mais une chose a déjà été prouvée. Chris ment et sait quelque chose. Si nous parlons de la relation entre Chris et Nicole Kessinger, il convient d'en dire un peu plus sur leur connaissance et leur relation. Nicole était la collègue de Chris Watts à Anadarko Petroleum. Elle a commencé comme comptable, puis est devenue ingénieure de terrain. En 2018, elle a rejoint Tasman Geoscience, qui a passé un contrat avec Anadarko Petroleum Company. Les deux hommes se sont liés d'amitié, puis ont entamé une liaison en juin 2018, 2 mois avant que ne survienne la terrible tragédie. Nicole Kessinger a déclaré à la police qu'elle était au courant du mariage de Chris,
mais qu'elle n'avait jamais rencontré les enfants de Chris Watts et qu'il lui avait dit qu'il rompait avec Shannan. Elle a également déclaré que Chris dormait dans la cave familiale afin de pouvoir continuer à vivre à la maison et à s'occuper des enfants malgré leur séparation. Nicole a affirmé qu'elle ne savait rien de la grossesse de Shannan à l'époque où elle sortait avec Chris et qu'elle l'avait appris par les médias. Elle a participé à de longues interviews pour partager ce qu'elle savait sur Watts et sa situation actuelle et a donné son téléphone pour qu'il soit vérifié. Il s'avère que le soir du meurtre, Chris Watts et Nicole Kessinger ont eu une conversation téléphonique de 111 minutes. La conversation s'est terminée à 11h19, à peu près à l'heure où Shannan devait rentrer chez elle après un voyage de travail, mais le volume a été retardé. Après qu'il a été révélé que Chris avait une liaison et que le divorce est devenu un sujet de conflit avec Shannan, les inspecteurs ont poursuivi l'interrogatoire en posant toujours les mêmes questions. Les éléments de preuve indiquent que Chris savait autre chose. Après de nombreuses heures d'interrogatoire, Chris a avoué aux enquêteurs du Colorado Bureau of Investigation son terrible crime. Il s'est avéré que la nuit du meurtre, il a attaqué Shannan dans son lit après lui avoir dit qu'il ne l'aimait plus. Il a prétendu qu'elle avait menacé de le quitter et d'emmener les enfants. Watts a ensuite conduit pendant 45 minutes jusqu'à un champ pétrolifère isolé. Le cadavre de Shannan à l'arrière du camion et ses filles encore vivantes sur le siège arrière. Avant d'enterrer Shannan dans une fosse peu profonde, Chris a déclaré avoir étranglé Céleste sur le siège arrière. Après avoir jeté le corps de Céleste dans un champ, il est revenu pour étrangler Bella, qui suppliait qu'on lui laisse la vie sauve. Alors qu'il était sur le point de la tuer, Bella a crié « Papa, non !» Et ce sont les derniers mots qu'elle a prononcés. Le pays tout entier, la famille, les amis, Shannan et Chris Watts étaient dans un état de choc indescriptible. Personne ne pouvait encore croire ce qui s'était passé. Nicole Kessinger a mis fin à sa relation avec Chris Watts lorsqu'elle a découvert ce qu'il avait fait. Le 21 août, Watts a été inculpé de 3 chefs d'accusation. Il s'est vu refuser la libération sous caution lors de sa première comparution devant le tribunal. Lors d'une audience ultérieure, sa caution a été fixée à 5 millions de dollars et il a dû verser 15% de cette somme pour être libéré. Watts a plaidé coupable pour les meurtres du 6 novembre. Le procureur n'a pas prononcé la peine de mort à la demande de la famille de Shannan, dont les membres ne voulaient pas d'autres morts. Ils ont soutenu sa décision d'accepter une négociation de peine. Le 19 novembre, il a été condamné à 5 peines de prison à perpétuité, 3 consécutives et 2 concurrentes, sans possibilité de libération conditionnelle. Il a écopé de 48 ans supplémentaires pour avoir illégalement interrompu la grossesse de Shannon et de 36 ans pour 3 chefs d'accusation concernant l'élimination de cadavres humains. Nombreux sont ceux qui se demandent ce qui a bien pu pousser Chris Watts à commettre un acte aussi brutal. Qu'est-ce qui a pu pousser un homme à assassiner sa femme et ses 2 filles innocentes? Shannan avait sans aucun doute des défauts, comme nous tous. C'était une femme très occupée et perfectionniste. Son diagnostic de lupus l'avait obligée à devenir presque obsessionnelle quant à sa santé, et son désir désespéré de prouver au monde qu'ils étaient heureux faisait parfois d'elle une mère et une épouse exigeantes, mais c'était le désespoir d'une femme qui essayait de garder sa famille unie. Chris, quant à lui, a abandonné sa famille de toutes les manières possibles, sauf légalement, ce qui serait bien mieux que ses actions malveillantes. On l'a qualifié à la fois de narcissique et de psychopathe, et il fait preuve d'une froideur qui montre à quel point il est tordu. Alors que Shannan essayait de sauver la famille, Chris n'a fait que la détruire. Les anniversaires et les vacances ne sont plus. Les petites Bella et Céleste ne joueront plus jamais et n'iront plus jamais à l'école. Elles ne deviendront jamais les merveilleuses jeunes femmes qu'elles auraient pu être. L'enfant à naître de Shannan n'est jamais né et n'a jamais connu la vie. Chris a détruit une famille, et c'est cette famille qu'il devait protéger et chérir plus que tout. Si de nombreuses personnes s'interrogent sur les raisons qui l'ont poussé à agir de la sorte, personne ne peut nier qu'il mérite d'être enfermé à jamais. Milton Henry Sawyer
est né le 9 juillet 1963 à Elizabeth City, en Caroline du Nord. Milton est issu d'une famille recomposée. Ses parents ne sont pas ensemble depuis son plus jeune âge. Il a été décrit comme quelqu'un de décontracté, de facile à vivre et avec qui il est facile de s'entendre. Milton était facile à vivre, amusant et énergique. Il avait beaucoup d'amour à donner. Lorsqu'il était enfant, Milton et son père s'intéressaient aux antiquités et aux objets de collection. C'était quelque chose qu'ils aimaient beaucoup faire ensemble, et ils se rapprochaient souvent en trouvant ces petites choses qu'ils aimaient tous les deux. En grandissant, Milton a eu un emploi typique, mais il ne s'y sentait pas épanoui. Finalement, il a décidé d'ouvrir son propre magasin qu'il a appelé le Chasseur de Trésors. Il s'agissait d'un magasin d'antiquités, mais aussi d'une boutique de prêteurs sur gage, en plus haut de gamme. C'était un endroit où les gens pouvaient venir vendre leurs vieilles antiquités et ce genre de choses. C'était un domaine qui intéressait beaucoup Milton et il était très enthousiaste à l'idée d'ouvrir cette entreprise. Milton était également marié. Il avait quelques enfants avec sa femme et il aimait être père. Il aimait emmener ses enfants avec lui au Treasure Hunter et il voulait simplement passer le plus de temps possible avec ses enfants. Malheureusement, ce premier mariage s'est soldé par un divorce au début des années 2000. Milton était de ceux qui voulaient avoir un partenaire dans la vie. Il voulait passer du temps avec quelqu'un et vieillir avec quelqu'un. En 2011, il a rencontré une femme nommée Angel. Angel avait 3 enfants, elle était mariée et leurs enfants allaient à la même école que ceux de Milton. Milton et Angel ont fini par se rencontrer et ont commencé à se parler, et on a vite découvert qu'Angel était en fait en train de se séparer de son mari. Milton et Angel se sont vraiment bien entendus. Ils se sont rapprochés parce qu'ils étaient des parents célibataires et qu'ils devaient comprendre la dynamique des allers-retours avec leurs enfants. Cependant, ce n'est que lorsqu'Angel a officiellement divorcé de son mari que Milton a tenté sa chance et a demandé à Angel de sortir avec lui. Le lien initial entre Milton et Angel s'est approfondi au fur et à mesure qu'ils parlaient, et il est devenu évident qu'Angel était en train de se séparer de son mari. Leurs expériences communes, en tant que parents célibataires confrontés à la complexité de l'éducation de leurs enfants, ont favorisé l'émergence d'un lien fort entre eux. Cependant, ce n'est qu'après le divorce officiel d'Angel que Milton a saisi l'occasion et l'a invitée à sortir, marquant ainsi le début de leur relation romantique. Leur relation a progressé rapidement, Milton tombant très vite amoureux d'Angel. Après s'être rencontrés en 2011, ils n'ont pas perdu de temps et se sont mariés en 2012. Angel s'est parfaitement intégré aux activités du chasseur de trésors. Milton, connu pour son approche décontractée de l'organisation, a accueilli favorablement l'initiative d'Angel de réorganiser et d'améliorer l'apparence de leur magasin. Leur collaboration les rapproche et ils semblent prendre un réel plaisir à travailler côte à côte. D'un point de vue extérieur, leur mariage semble idyllique et presque parfait. La famille recomposée de Milton et Angel se compose de 7 enfants, ce qui fait écho à la propre expérience de Milton qui a grandi dans un foyer recomposé. Il était déterminé à faire en sorte que leur famille s'harmonise bien, à l'image de sa propre éducation. Heureusement, les enfants semblent bien s'entendre, ce qui favorise un environnement familial chaleureux et uni. Milton démontre son affection pour Angel en la comblant d'attention et de cadeaux. Chaque fois que des objets de valeur ou de luxe étaient apportés aux chasseurs de trésors, il les réservait pour Angel, s'assurant qu'elle les reçoive. Il lui achetait les voitures qu'elle voulait. Pendant les 5 premières années, la relation entre Milton et Angel semblait florissante jusqu'à ce qu'un revers survienne en 2017, lorsqu'Angel a été impliqué dans un accident de voiture mineur. Cet incident a entraîné des blessures à la hanche et au dos, ce qui a rendu son rétablissement difficile. Bien qu'elle ait consulté de nombreux médecins, son état ne s'est pas amélioré de manière significative. Finalement, il lui a été conseillé de se faire soigner par un kinésithérapeute, ce qu'elle a fait, assistant à plusieurs séances pour soigner ses blessures. Alors qu'Angel poursuivait ses séances de kinésithérapie, Milton a progressivement remarqué un changement dans son comportement. Alors qu'auparavant elle se contentait de porter une tenue confortable pour ses rendez-vous,
elle a commencé à prendre des douches plus longues, à se maquiller et à s'habiller plus élégamment avant de partir. Milton a commencé à soupçonner sa femme de le tromper. Malgré ses soupçons, Angel a nié avec véhémence toute liaison, affirmant catégoriquement sa loyauté envers Milton. Le kinésithérapeute était Isaac Melcher, âgé de 38 ans. Malgré l'apparence extérieure de professionnalisme et de dévouement à sa famille d'Isaac Melcher, Milton ne pouvait se défaire de ses soupçons concernant le comportement d'Angel pendant ses séances de kinésithérapie avec Isaac. Isaac, marié et père de 3 enfants, semblait mener une vie pieuse, allant régulièrement à l'église et participant activement à sa communauté religieuse. À première vue, il est peu probable qu'il adopte un comportement inapproprié. Cependant, les observations de Milton concernant le changement soudain de tenue et de comportement d'Angel ont mis la puce à l'oreille de Milton, l'amenant à penser que quelque chose de fâcheux était en train de se produire. Il choisit donc de contacter la clinique de physiothérapie d'Isaac. Cependant, Isaac nie fermement toute liaison et insiste sur le fait qu'il n'a rien à voir avec Angel. Néanmoins, la situation a atteint un point tel qu'Angel a cessé de voir Isaac pour sa thérapie physique. Bien qu'elle ait nié avec véhémence toute liaison avec Isaac, la tension continue de monter. Aux premières heures du 2 août 2018, vers 2 heures du matin, le voisin des Sawyer est réveillé par Angel qui frappe à sa porte. En répondant, il remarque une blessure sur la tête d'Angel, qui l'informe que quelqu'un s'est introduit dans leur maison et que Milton est mort. Paniquée, la voisine compose immédiatement le 911, demandant d'urgence l'aide de la police. À leur arrivée, les policiers pénètrent dans la maison des Sawyer et découvrent le chaos, en particulier dans leur chambre qui a été entièrement saccagée. Le corps sans vie de Milton est découvert sur le sol de la salle de bain, les mains liées dans le dos. Tragiquement, Milton était déjà décédé à leur arrivée. Angel est emmenée à l'hôpital le plus proche pour y être examinée et la blessure qu'elle porte à la tête y est évaluée. Heureusement, la blessure n'est pas grave et on s'attend à ce qu'elle se rétablisse bien. L'hypothèse initiale du médecin légiste suggère que la cause de la mort de Milton pourrait être une asphyxie positionnelle. Compte tenu de la taille importante de Milton et du fait que ses mains étaient attachées derrière son dos alors qu'il était allongé sur une surface dure, on a émis l'hypothèse qu'il aurait pu avoir du mal à respirer. Le médecin légiste a penché pour la possibilité que la mort de Milton ne soit pas entièrement accidentelle en raison d'une effraction, mais pas nécessairement intentionnelle non plus. La théorie suggère que l'intrus n'a peut-être pas délibérément essayé de tuer Milton, créant ainsi une issue complexe et potentiellement involontaire. Les voisins ont fourni peu d'informations aux enquêteurs, déclarant qu'ils n'avaient entendu qu'un bruit fort pendant la nuit et rien de plus. Les enquêteurs ont donc décidé d'interroger Angel à l'hôpital, où elle a livré un récit convaincant. Selon Angel, plus tôt dans la journée, un couple s'était rendu dans leur magasin, le chasseur de trésors, pour vendre une télévision. Cet événement ne sort pas de l'ordinaire, car Milton se livrait souvent à des transactions quelque peu douteuses. Angel a affirmé qu'elle était certaine que la télévision avait été volée et qu'elle avait explicitement déconseillé à Milton de l'accepter. Elle était au courant de l'implication du couple dans des activités douteuses, ce qui a alimenté sa réticence à acquérir la télévision. Malgré ses objections, Milton a accepté la télévision, ce qui a provoqué une vive dispute entre lui et Angel. La police constate qu'il n'y a aucune trace d'effraction dans la maison. Il est intéressant de noter qu'ils ont trouvé une clé de la porte arrière commodément placée sur le porche d'entrée, ce qui les a amenés à soupçonner que c'est ainsi que l'intrus est entré dans la maison. Bien qu'ils aient envoyé la clé pour une analyse d'empreintes digitales, les résultats n'ont pas été concluants. Angel a informé les enquêteurs qu'ils gardaient la clé à cet endroit par précaution, au cas où l'un de leurs enfants aurait besoin d'entrer dans la maison tard dans la nuit sans déranger les parents. Au moment de l'incident, seules les 2 filles d'Angel vivaient dans la maison et elles étaient toutes 2 chez des amis pour une soirée pyjama. Par conséquent, seuls Milton et Angel étaient à la maison ce soir-là. Angel croit fermement que l'intrus responsable du meurtre de Milton est le même individu à qui ils ont vendu la télévision plus tôt dans la journée
identifié comme Dylan. Heureusement, la police connaissait assez bien Dylan. De plus, Dylan et sa petite amie avaient été appréhendés plus tôt dans la nuit de l'incident pour des affaires de drogue sans rapport avec l'affaire. Bien que ces accusations ne soient pas liées au meurtre de Milton, elles semblent constituer une piste prometteuse pour les enquêteurs. Dylan a été interrogé sur ses allées et venues au moment du meurtre de Milton. Ce dernier a nié catégoriquement toute implication, affirmant son innocence. Selon Angel, l'intrus est entré dans leur maison vers minuit. Dylan a répliqué en déclarant que sa petite amie et lui n'étaient pas ensemble à ce moment-là, mais qu'il était au téléphone avec elle pendant le meurtre. En obtenant les relevés téléphoniques, la police a vérifié l'alibi de Dylan. Il était bien au téléphone avec sa petite amie à l'heure du meurtre de Milton. En conséquence, Dylan et sa petite amie ont été rapidement écartés des suspects. Le lendemain, le médecin légiste détermine de manière concluante que la mort de Milton est due à une strangulation manuelle, réfutant la théorie initiale de l'asphyxie positionnelle. Cette révélation a détourné l'attention de l'hypothèse d'un volume ayant mal tourné, car la strangulation manuelle est une méthode de meurtre très personnelle. Les enquêteurs ont donc commencé à envisager d'autres possibilités et à approfondir l'affaire. En s'intéressant aux amis et à la famille de Milton, les enquêteurs ont découvert des informations sur une prétendue liaison entre Angel et Isaac Melcher. Des amis et des membres de la famille de Milton ont révélé que Milton avait été convaincu de la liaison d'Angel, malgré les dénégations véhémentes de cette dernière. En outre, les proches de Milton ont décrit Angel comme présentant des tendances narcissiques. Les enquêteurs ont relaté des CAS où le comportement d'Angel était centré sur elle-même, reflétant une attitude égocentrique. Il est apparu que l'entourage de Milton nourrissait des réserves à l'égard d'Angel en raison de son égocentrisme, ce qui a contribué à tendre les relations entre Angel et les proches de Milton. Au fur et à mesure que l'enquête progressait, les autorités ont intensifié leur surveillance d'Isaac Melcher. Au cours de leur entretien, Isaac reconnaît qu'Angel a été une de ses anciennes patientes, mais affirme qu'il ne la soigne plus. Il confirme la conviction de Milton qu'ils avaient une liaison, révélant que Milton l'avait confronté à plusieurs reprises au sujet de cette relation présumée. Cependant, Isaac a nié avec véhémence toute implication avec Angel. Isaac Melcher a également révélé à la police qu'il était en train de se séparer de sa femme. Lorsqu'on lui a demandé s'il pouvait examiner son téléphone, Isaac a affirmé qu'il ne l'avait plus, car il avait été irrémédiablement endommagé après qu'une carafe d'eau se soit accidentellement renversée dessus pendant la nuit. Il a ajouté qu'il avait acheté un nouveau téléphone vers minuit, le 2 août, la nuit même du meurtre de Milton. Cela a éveillé les soupçons des enquêteurs, car il semblait opportun qu'Isaac ait perdu son téléphone à l'époque du meurtre, ce qui pouvait l'impliquer en tant que suspect. Lorsqu'elle a été confrontée aux informations concernant Isaac et son implication potentielle, les tendances narcissiques d'Angel sont devenues flagrantes. Elle faisait une fixation sur son apparence physique, se vantant de son attrait et du nombre d'hommes qui la désiraient. Angel a affirmé à plusieurs reprises sa fidélité inébranlable à Milton, niant avec véhémence toute liaison extra-conjugale. Cependant, elle a tenté de détourner les soupçons en mentionnant d'autres clients du Treasure Hunter comme suspects possibles. Bien qu'ils aient suivi ces pistes, les détectives se sont retrouvés dans une impasse. Pour tenter de corroborer l'alibi d'Isaac, la police a visionné les images de sécurité de Walmart pendant la période où il prétendait avoir été présent, mais n'a trouvé aucune trace de lui sur les images de surveillance. Des doutes s'étant fait jour quant aux allées et venues d'Isaac, les autorités ont obtenu un mandat de perquisition pour son domicile et son véhicule. Le 8 août, alors qu'il tente d'exécuter le mandat de perquisition, la femme d'Isaac les informe qu'il s'est rendu dans l'Oregon pour rendre visite à sa mère. Ce départ soudain au cours d'une enquête pour meurtre, en particulier en tant que personne d'intérêt, a suscité d'importants soupçons. La femme d'Isaac a pleinement coopéré avec la police, exprimant son ignorance quant au lien qu'Isaac aurait pu avoir avec le meurtre de Milton et niant toute connaissance d'une liaison entre Isaac et Angel. Bien qu'une fouille approfondie du domicile et du véhicule d'Isaac n'ait apporté aucune preuve permettant de le relier au crime,
des soupçons subsistent quant à l'implication potentielle d'Angel et d'Isaac. Les enquêteurs ont réorienté leur attention vers Angel et ont demandé l'autorisation d'examiner son téléphone. Au cours de cet examen, ils ont découvert des messages d'un certain Dustin Melcher. Les enquêteurs savaient que Dustin était le deuxième prénom d'Isaac. Les enquêteurs ont découvert une série de messages affectueux entre Angel et Dustin Melcher, ressemblant à la communication typique d'une relation romantique. Après un examen plus approfondi des messages, les enquêteurs ont constaté qu'il y avait également des communications de la part d'Isaac Melcher. Interrogé sur le contenu de COS messages, Angel les a effacés sous les yeux des enquêteurs. Interrogé sur les messages effacés, Angel a affirmé qu'Isaac prenait simplement de ses nouvelles et lui apportait son soutien après la mort de Milton. La suppression des messages a éveillé les soupçons car elle semblait incompatible avec l'explication d'Angel selon laquelle CIS messages ne concernaient que son bien-être. Malgré l'absence de preuves solides permettant d'arrêter Angel ou Isaac, les enquêteurs ont reçu un appel téléphonique de l'Oregon qui promettait de faire avancer l'affaire de manière significative. L'appel provenait d'un homme nommé Louis Casémier, qui avait été pasteur de jeunesse dans l'Oregon où Isaac avait grandi. Louis avait joué un rôle crucial dans l'encadrement d'Isaac pendant son adolescence troublée. Même après qu'Isaac a poursuivi ses études en kinésithérapie et s'est marié, Louis est resté en contact avec lui par le biais des médias sociaux, en particulier Facebook, pour s'assurer de ses progrès. Du point de vue de Louis, Isaac avait fait des progrès considérables depuis son adolescence et Louis était fier des réalisations d'Isaac et de la direction positive que sa vie avait prise. L'affaire a pris une tournure dramatique lorsque Isaac, qui avait récemment rendu visite à sa mère dans l'Oregon, a également pris contact avec Louis Casémier, son ancien pasteur. Isaac a dit à Louis qu'il le considérait comme un confident et a avoué le meurtre d'un homme nommé Milton Sawyer. Isaac a révélé à Louis qu'il avait d'abord pris Angel Sawyer comme client, entretenant une relation professionnelle. Cependant, les avances d'Angel se sont progressivement intensifiées et Isaac a affirmé qu'il avait d'abord résisté à ces avances. Cependant, lors d'un rendez-vous, Isaac aurait trouvé Angel sans eau ni soutien-gorge et malgré son hésitation initiale, il aurait succombé à ses avances, ce qui aurait déclenché une liaison. Isaac avoue à Louis que leur liaison a commencé par être purement physique. Au fur et à mesure que leur liaison progresse, les sentiments d'Isaac pour Angel s'intensifient. Pendant ce temps, Angel continuait à dépeindre une image sombre de sa relation avec Milton, alléguant qu'il était jaloux, contrôlant et abusif envers elle. Elle n'a cessé de dépeindre Milton sous un jour négatif jusqu'à ce qu'Isaac finisse par lui conseiller de le quitter. Elle a dit à Isaac qu'elle ne pouvait pas le quitter parce que Milton ne la laisserait pas partir, à moins qu'il ne soit mort. Isaac dit qu'il se sentait un peu protégé par Angel, et c'est à ce moment-là qu'Angel et lui ont commencé à concocter ce plan pour assassiner Milton. Ils se sont mis d'accord sur une mise en scène de cambriolage qui a mal tourné pour commettre le meurtre. Le soir prévu, Angel fait entrer Isaac dans la maison. Au début, Isaac hésite devant la porte, ne sachant pas s'il peut mener à bien son plan. Cependant, lorsque Angel a ouvert la porte, Isaac a pris la décision fatidique de procéder au meurtre. Il a assassiné Milton, puis Isaac s'est débarrassé des preuves du meurtre de Milton en les nettoyant dans la piscine d'un voisin et en les dispersant dans divers endroits de la ville pour entraver les efforts des enquêteurs. Afin d'obtenir le témoignage direct d'Isaac lui-même, les enquêteurs ont demandé à Louis d'enregistrer certaines des conversations qu'il a eues avec Isaac. Étonnamment, la femme d'Isaac était présente lors de ces conversations, bien qu'elle ait affirmé n'avoir été au courant de la liaison et de l'implication d'Isaac dans le meurtre qu'après coup. Malgré cette révélation, elle a choisi de rester aux côtés d'Isaac et de le soutenir, alors même qu'il poursuivait sa relation avec Angel. 6 preuves ont suffi aux autorités pour arrêter Isaac pour le meurtre de Milton Sawyer. Cependant, lors de son arrestation, Isaac a refusé de coopérer davantage avec les enquêteurs et est resté silencieux. Par la suite, les enquêteurs ont de nouveau interrogé Angel et l'ont confronté aux preuves qu'ils avaient réunies contre Isaac. De manière surprenante,
Angel a avoué avoir eu une liaison avec Isaac, tout en affirmant qu'elle n'avait eu lieu qu'à quelques reprises. Cependant, elle a présenté Isaac comme obsédé par elle et l'a accusé de la harceler. Elle a tenté de rejeter la responsabilité sur Isaac en se présentant comme une victime et en laissant entendre qu'elle aurait dû demander de l'aide plus tôt. Angel a prétendu qu'elle s'était abstenue de contacter les enquêteurs par crainte pour sa sécurité, affirmant qu'elle pensait qu'Isaac lui ferait du mal, à elle et à ses enfants, si elle parlait. Cependant, cette défense s'est avérée futile, car Angel a été arrêtée pour son implication dans le crime. De manière surprenante, les avocats d'Isaac le confrontent à la vérité. Angel l'accuse d'être un harceleur et d'être obsédé par elle, affirmant qu'il est le seul responsable de tout. Face à cette révélation, Isaac change de position. Isaac accepte de coopérer avec les enquêteurs et de témoigner, acceptant finalement de plaider coupable de meurtre au second degré et d'être condamné à une peine de 2 ans de prison. Dans le cadre de l'accord de plaidoyer, il accepte de témoigner contre Angel lors de son procès. Angel est ensuite déclaré coupable et condamné à une peine de prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Il devient évident qu'Angel était le cerveau du crime, car il n'y avait pas de gain financier en jeu. Milton n'était pas propriétaire de la maison dans laquelle il vivait, et même s'il avait une entreprise florissante, ce n'était pas un motif de meurtre. Il est clair que le crime n'était pas motivé par des raisons financières, ce qui amène les enquêteurs à penser qu'Angel se sentait piégée dans son mariage et qu'elle n'aimait plus Milton. Au lieu de divorcer, elle a choisi de commettre un meurtre. Ryan Carter Poston est né le 30 décembre 1982 à Fort Mitchell, dans le Kentucky, de Lisa Carter et Jay Poston. Il est l'aîné d'une fratrie de 4 enfants, dont les 3 plus jeunes sœurs s'appellent Allison, Catherine et Elizabeth Carter. Le parcours scolaire de Jay Poston l'a mené dans différents endroits, notamment à la Blessed Sacrament School de Fort Mitchell, à l'International School Manila aux Philippines et à l'International School of Geneva en Suisse pendant 16 années de lycée. Il a ensuite poursuivi des études supérieures à l'Université de l'Indiana, où il a obtenu un triple diplôme en histoire, géographie et sciences politiques. Il a ensuite suivi des cours de droit à la Northern Kentucky University à Highland Heights, où il a obtenu son diplôme de Juris Doctor. Après ses études, Ryan Poston s'est lancé dans une carrière d'avocat et a exercé à Cincinnati, dans l'Ohio. En 2011, Ryan Poston, alors âgé de 28 ans, a rencontré Shayna Hubers, 20 ans, par l'intermédiaire de Facebook. Le lien qui les unit vient du fait que Hubers est amie avec le cousin par alliance de Poston. Après leur première interaction, Poston et Hubers ont entamé une relation amoureuse. Au début de leur relation, Hubers était inscrite comme étudiante en psychologie à l'Université du Kentucky à Lexington, située à environ 80 miles de Highland Heights où résidait Poston. Hubers a obtenu son diplôme avec mention cum laude et poursuivait activement un master en conseil scolaire à l'époque. Le 12 octobre 2012, un vendredi, Ryan Poston, âgé de 29 ans, était au travail et attendait avec impatience ses projets pour la soirée. Il avait un rendez-vous avec Miss Ohio, Audrey Bolt, et se réjouissait d'avance. Ryan vivait seul dans un condominium situé à Highland Heights. Ce soir-là, après avoir terminé son travail, Ryan est retourné à son appartement pour se préparer à son rendez-vous. Il avait donné rendez-vous à Audrey dans un bar à 9h30. Cependant, lorsqu'Audrey est arrivée au bar désigné, Ryan était introuvable. Cette nuit-là, les services médicaux d'urgence, EMS, ont reçu un appel provenant de l'appartement de Ryan. L'appelant a été identifié comme étant Shayna Hubers, l'ex-petite amie de Ryan, âgée de 21 ans. Shayna, étudiante diplômée en psychologie résidant à Lexington, avait entretenu une relation intermittente avec Ryan pendant 18 mois. Plus tôt dans la journée, Ryan avait informé ses collègues qu'il avait mis fin à sa relation avec Shayna et qu'il avait l'intention de l'informer de son rendez-vous avec Audrey plus tard dans la soirée. Au cours de l'appel, Shayna a informé le répartiteur qu'elle avait tiré sur Ryan et qu'il était décédé, affirmant qu'il s'agissait d'un acte de légitime défense.
Elle a raconté que Ryan l'avait jeté contre le canapé et qu'il avait saisi son arme, ce qui l'avait incité à lui tirer dessus à plusieurs reprises. Shayna a ajouté qu'elle avait tiré d'autres coups de feu pour s'assurer de la mort de Ryan, parce qu'il se tortillait et semblait mourir de toute façon, remarquant qu'il faisait des bruits bizarres. Shayna a informé le dispatcher qu'elle avait tiré sur Ryan environ 15 minutes avant d'appeler à l'aide. Shayna a été accusée de meurtre au premier degré, de meurtre au second degré, d'homicide involontaire et d'homicide par imprudence en rapport avec la mort de Ryan Poston. Shayna n'a pas contesté avoir tiré sur Ryan, mais elle a soutenu qu'il s'agissait d'un acte de légitime défense. L'accusation a soutenu que l'obsession de Shayna pour Ryan l'avait conduite à tirer sur lui après qu'il eut mis fin à leur relation et exprimé son intérêt pour une autre femme. Ils ont soutenu que Shayna avait découvert les projets de Ryan pour un rendez-vous le 12 octobre, ce qui l'a motivé à commettre le crime. La cour a appris que leur relation a commencé en mars 2011 lorsque Ryan a pris contact avec Shayna par le biais de Facebook et qu'ils ont entretenu une relation intermittente pendant 18 mois par la suite. Bien que Shayna ait affirmé lors de l'appel au SAMU qu'elle avait tiré d'autres coups de feu après le premier, les preuves présentées au tribunal ont révélé que Ryan avait reçu 6 coups de feu au total. Le jury a visionné une vidéo de l'interrogatoire de Shayna menée par la police peu après la fusillade, qui a duré environ 3 heures. Dans cette vidéo, on voit Shayna danser et chanter Amazing Grace dans la salle d'interrogatoire. Elle a affirmé à la police que Ryan était sous l'influence de drogue et qu'il avait été violent envers elle. Selon le récit de Shayna dans la soirée du 12 octobre, Ryan l'aurait soumise à de graves violences physiques, la jetant dans la pièce et la faisant entrer en collision avec des meubles, tomber sur le sol et même heurter la télévision. Après l'agression présumée, Shayna a affirmé que Ryan s'était assis à la table à manger, criant et exprimant sa haine envers elle. Lorsqu'il a saisi son arme, Shayna a affirmé avoir agi en légitime défense en s'emparant de l'arme et en tirant sur lui. Elle a qualifié Ryan de méchant et a justifié ses actes auprès de la police en déclarant qu'il le méritait. Shayna a déclaré à la police que Ryan s'était effondré sur le sol après qu'elle lui ait tiré dessus. Elle a affirmé avoir tiré d'autres coups de feu alors qu'il se tortillait et émettait des bruits étranges, craignant qu'il ne meure ou qu'il n'ait de graves déformations faciales. Shayna a mentionné la vanité de Ryan, alléguant qu'il avait souhaité une rhinoplastie et a fait remarquer qu'en lui tirant dessus, elle lui offrait simplement l'opération du nez qu'il a toujours voulu. Au cours du procès, le chef Bill Birkenhauer, témoin de l'accusation, a déclaré que la scène du crime contredisait la version des faits de Shayna. Selon Shayna, Ryan l'a jetée dans la télévision, mais le chef Birkenhauer a déclaré que la télévision était intacte et même poussiéreuse, ce qui suggère qu'elle n'a pas été touchée. En outre, Shayna a affirmé que Ryan avait saisi son arme alors qu'il était assis à la table à manger, mais la cour a été informée que la table à manger ne présentait aucun signe de perturbation et qu'il n'y avait aucune indication de lutte. L'état de désordre dans la copropriété a été abordé par Jay Poston, le père de Ryan, qui a témoigné que l'endroit était souvent en désordre, décrivant Ryan comme un peu un barbouilleur. La cour a également appris que malgré les allégations d'abus de Shayna, un examen effectué par un officier de police au poste de police n'a révélé aucune blessure. Seule une légère décoloration sur son tibia a été observée, sans aucune autre marque sur le corps de Shayna. L'accusation a fait témoigner les voisins de Ryan, Vernon et Doris West. Ils habitent la copropriété située juste en dessous de celle de Ryan. Doris a informé la cour que le 12 octobre, elle a entendu 2 coups de feu suivis de 4 autres coups de feu environ 6 secondes plus tard. Au cours du procès, lorsqu'on lui a demandé si elle avait entendu des bruits avant les coups de feu, Doris West a déclaré qu'elle n'avait pas entendu de cris ou de hurlements avant les coups de feu. De même, Vernon West a déclaré avoir entendu 2 coups de feu, suivis de ceux qu'il a perçus comme une personne tombant, puis de 4 autres coups de feu. Il n'a pas non plus entendu de sons tels que des cris avant les coups de feu. L'accusation a fait témoigner l'une des amies de Shayna, qui a révélé que 11 jours avant que Ryan ne soit abattu, Shayna lui avait envoyé un SMS disant « Quand j'irai au stand de tir avec Poston ce soir, je veux me retourner, tirer et le tuer, et faire comme si c'était un accident.
Une autre amie a témoigné que Shayna lui avait dit qu'une partie d'elle voulait se retourner et lui tirer dessus lorsqu'elles étaient ensemble au stand de tir. En outre, la cour a appris que Shayna avait envoyé des SMS à ses amis pour leur faire part de sa haine à l'égard de Ryan. Au cours du procès, l'un des amis de Ryan a témoigné que peu avant la mort de ce dernier, Ryan lui avait confié son intention de rompre avec Shayna. Ryan a expliqué qu'il avait tenté de faire des allusions et d'envoyer des SMS pour mettre fin à la relation, mais qu'il avait finalement ressenti le besoin de le faire face à face. L'ami pensait que Ryan avait prévu de mettre fin à la relation le 12 octobre, le jour où il a été abattu. En outre, la réceptionniste du cabinet d'avocats où travaillait Ryan a témoigné. Elle a raconté une interaction avec Ryan 2 semaines avant sa mort, au cours de laquelle il semblait triste et se confiait à elle sur ses difficultés relationnelles. Ryan lui a demandé « Comment rompre avec quelqu'un qui ne veut pas rompre avec vous ?» Il lui a également demandé ce qu'elle pensait du fait que les hommes demandent des ordonnances restrictives. Le jour de sa mort, Ryan semblait heureux au travail, informant la réceptionniste de son rendez-vous avec Miss Ohio le soir même. La cour a appris que Ryan semblait hésiter à dire définitivement à Shayna que leur relation était terminée. Au cours du procès, la défense a soutenu que Shayna avait tiré sur Ryan en état de légitime défense, la présentant comme une victime de violences domestiques. Shayna elle-même a témoigné, donnant un aperçu de leur relation tumultueuse. Shayna a raconté qu'avant novembre 2011, elle et Ryan se voyaient occasionnellement et s'envoyaient souvent des SMS. Cependant, après novembre 2011, ils ont connu plusieurs ruptures. Selon Shayna, en avril 2012, elle a confronté Ryan à des remarques désobligeantes qu'il aurait faites à son sujet à d'autres personnes. Cette confrontation a débouché sur une altercation, au cours de laquelle Shayna a affirmé que Ryan l'avait agressée physiquement en la jetant sur le pas de la porte de son appartement et en la frappant à plusieurs reprises contre la porte alors qu'elle tentait de rassembler ses affaires et de partir. Entre avril et juillet 2012, Shayna a affirmé qu'elle et Ryan n'avaient pas de relation. Cependant, ils se sont réconciliés en juillet 2012, Ryan imposant certaines conditions à leur relation. Selon le témoignage de Shayna, ces conditions consistaient notamment à exiger qu'elle parle moins, qu'elle s'adonne à des passe-temps et qu'elle se livre à des activités sexuelles avec lui et avec d'autres femmes. Shayna a déclaré que lors de leur sortie, Ryan la rabaissait et faisait des commentaires sur ses habitudes alimentaires. Le 23 avril 2015, Shayna Hubers a été reconnue coupable du meurtre de Ryan Poston après 5 heures de délibération du jury. À l'issue du verdict, le jury a recommandé une peine de 40 ans d'emprisonnement. L'équipe juridique de Hubers a demandé un nouveau procès, affirmant qu'elle avait été empêchée de présenter des preuves et des témoins qui auraient étayé la thèse de la légitime défense de Hubers dans le meurtre de Poston. En outre, ils ont demandé au juge de reconnaître Hubers comme une victime de violences domestiques, ce qui pourrait potentiellement réduire sa peine d'emprisonnement nécessaire avant de pouvoir bénéficier d'une libération conditionnelle. En vertu de la législation de l'État, Madame Hubers aurait dû purger 85% de sa peine, soit 34 ans, avant de pouvoir bénéficier d'une libération conditionnelle. Cependant, la requête de ses avocats visait à réduire cette exigence à seulement 20% de sa peine avant de pouvoir bénéficier d'une libération conditionnelle. 4 mois après sa condamnation, Madame Hubers a été condamnée à une peine de 40 ans de prison, conformément à la recommandation du jury, avec la possibilité de bénéficier d'une libération conditionnelle au bout de 20 ans. Le président du tribunal a rejeté l'idée que Hubers était une victime de violences domestiques et a fait remarquer qu'il avait envisagé d'imposer une peine supérieure à 40 ans. Après sa condamnation initiale, Shayna Hubers a demandé un nouveau procès qui lui a été accordé le 25 août 2016. La condamnation a été annulée en raison de la révélation que l'un des jurés avait dissimulé une condamnation pour crime, ce qui constituait une violation de la loi du Kentucky interdisant aux personnes condamnées pour crime de faire partie d'un jury. Le nouveau procès de M. Hubers devait s'ouvrir le 18 septembre 2017. Cependant, il a été reporté de 4 mois et reprogrammé pour commencer le 16 janvier 2018.
Le nouvel avocat de Hubers, qui n'est pas originaire de l'État, a demandé et obtenu une prolongation de 6 mois pour se préparer de manière adéquate au nouveau procès. Le second procès s'est ouvert le 8 août 2018. Le nouveau procès s'est déroulé sur une période plus longue que le procès initial, soit 16 jours. Des témoins supplémentaires ont été appelés à déposer. 3 femmes incarcérées, qui avaient été avec Shaina, ont témoigné. Donna Dooley a déclaré que Shaina lui avait dit qu'elle avait intentionnellement fait du bruit dans la copropriété avant de tirer sur Ryan pour donner l'impression qu'il la maltraitait. Selon Donna, Shaina a tiré sur Ryan parce qu'il avait l'intention de partir pour un rendez-vous galant. Lors du nouveau procès, Olin Evans a déclaré que Shaina lui avait d'abord affirmé que Ryan avait abusé d'elle. Cependant, Shaina a ensuite admis que Ryan n'avait pas abusé d'elle et a avoué qu'elle lui avait tiré dessus parce qu'il voulait mettre fin à leur relation. Holly a informé la cour que Shaina avait raconté que Ryan avait tenté d'éviter une confrontation en s'enfermant dans sa chambre cette nuit-là, mais que Shaina avait réussi à crocheter la serrure avec une épingle à cheveux pour y accéder. Cicely Miller, une autre détenue, a témoigné que Shaina avait fait preuve d'une attitude insensible en discutant de la mort de Ryan. Shaina aurait ri en parlant de l'incident et aurait admis avoir tué Ryan parce qu'il voulait qu'elle parte. Les 3 détenus qui ont témoigné ont affirmé que Shaina ne manifestait aucun remords. En outre, Holly a informé le tribunal que pendant son incarcération, Shaina feignait de pleurer lors des appels téléphoniques avec sa famille, mais qu'elle clignait de l'œil et souriait en même temps à ses codétenus. Lors du nouveau procès, Shaina a de nouveau témoigné, reconnaissant son comportement possessif et contrôlant tout au long de sa relation avec Ryan. Elle a admis qu'elle fouillait fréquemment son téléphone, qu'elle bloquait les femmes qu'il connaissait sur Facebook et qu'elle employait des tactiques de manipulation pour l'empêcher de la quitter, par exemple en feignant un problème cardiaque. Shaina a avoué qu'à chaque fois que Ryan tentait de mettre fin à leur relation, elle l'inondait de nombreux messages textuels et s'introduisait dans son appartement sans invitation. En outre, le 1er octobre 2012, Shaina s'est fait passer pour un client potentiel du cabinet d'avocats de Ryan en utilisant le téléphone portable d'un ami, l'insultant au cours de l'appel. Cependant, Shaina a maintenu que malgré son comportement contrôlant, Ryan avait été violent envers elle. Selon son témoignage, lorsqu'elle est arrivée à l'appartement de Ryan dans la nuit du 12 octobre, il semblait en colère et l'a agressée verbalement, la qualifiant de folle et instable. Shaina a raconté qu'elle tentait de récupérer ses affaires dans la chambre pour partir lorsque Ryan l'a prétendument attrapée par ses vêtements et l'a jetée dans une autre pièce, tombant sur elle tout en s'agrippant à ses cheveux et en lui criant dessus. Elle a décrit les yeux de Ryan comme étant habituellement bleus, mais a affirmé qu'ils étaient complètement noirs cette nuit-là. Lors de son témoignage, Shaina a raconté l'altercation avec Ryan, déclarant qu'après avoir réussi à se dégager de lui, ils ont continué à se battre. Elle a déclaré que sa mémoire était devenue floue par la suite, mais qu'elle se rappelait s'être assise près de la table à manger et avoir tenté de se lever, mais que Ryan l'avait repoussée vers le bas. Selon Shaina, Ryan a alors pris son arme, l'a pointée sur elle et l'a menacée, affirmant qu'il pouvait s'en tirer. Elle affirme qu'après avoir posé momentanément l'arme et s'être éloigné, Ryan est retourné à la table à manger et a pris l'arme. C'est à ce moment-là, comme elle l'a déclaré, qu'elle a saisi l'arme et l'a abattue. Shaina a admis avoir appelé sa mère avant de contacter le 911. Bien que Shaina ait invoqué la légitime défense, le jury n'a pas cru à sa version des faits et l'a déclarée coupable de meurtre. En conséquence, elle a été condamnée à la prison à vie, une peine plus longue que celle prononcée lors de son premier procès. En attendant son nouveau procès, Shaina a épousé une femme en prison, mais a demandé le divorce après avoir été à nouveau condamnée. Actuellement incarcérée, elle pourrait bénéficier d'une libération conditionnelle en 2032. Le 9 juin 2017, un vendredi, Yingying Zhang, une jeune femme de 26 ans originaire de Nanping, en Chine, était en route pour rencontrer le gestionnaire d'un complexe d'appartements afin d'inspecter une résidence potentielle.
Ayant récemment déménagé aux États-Unis en avril 2017 pour poursuivre ses études, cela a marqué une transition importante pour Ying-Ying. Avant cela, elle n'avait jamais visité les États-Unis ni ne s'était aventurée au-delà des frontières de la Chine. Dans son pays d'origine, elle vivait avec ses parents et son jeune frère, et elle avait méticuleusement planifié sa vie, y compris des fiançailles et des projets de mariage en octobre 2017 à son retour en Chine. Le voyage de Ying-Ying aux États-Unis a été motivé par une invitation de l'Université de l'Illinois où elle avait obtenu un diplôme en Chine. L'université l'a invitée à venir en tant que boursière pour poursuivre ses recherches dans le domaine des sciences végétales, en se concentrant sur l'étude de la photosynthèse dans le soja et le maïs. Elle souhaitait obtenir un doctorat et retourner en Chine pour y poursuivre une carrière d'enseignante. À son arrivée à l'Université de l'Illinois, Ying-Ying a d'abord habité dans un appartement sur le campus et a vécu de manière indépendante. Cependant, elle avait l'intention de déménager dans un autre appartement de l'autre côté du campus afin d'obtenir un loyer moins élevé et de trouver éventuellement un colocataire. Le moment de la recherche d'un appartement était opportun, étant donné que de nombreux étudiants étaient en train de déménager, certains ayant terminé leurs cours tandis que d'autres étaient rentrés chez eux pour les vacances d'été. Par conséquent, le 9 juin, il ne restait plus que quelques étudiants sur le campus. Dans la matinée, Ying-Ying a travaillé un peu avant de retourner à son appartement pour le déjeuner. Elle avait prévu de rencontrer Rentré Stone, le responsable marketing de l'immeuble One North, où elle avait l'intention de trouver une nouvelle résidence. Vers 1h30, Ying-Ying a envoyé un SMS à Rentré, l'informant d'un retard et indiquant qu'elle le rencontrerait à 2h10. 5 minutes après avoir envoyé le message, elle a quitté son appartement et est montée dans le bus MTD de la ligne Thiel. Comme elle ne conduisait pas, elle a opté pour le bus afin de se rendre du sud au nord du campus. L'itinéraire du bus l'a conduite d'Orchard Downs, sa résidence sur le campus, à l'intersection de Springfield et de Matthews Street. Ying-Ying y est descendue avec l'intention de prendre une correspondance avec le 22 Limited qui l'amènerait à One North. Cependant, en descendant du bus, elle s'est retrouvée du côté nord de Springfield au lieu du côté sud, où se trouvait le bus de correspondance. Elle a donc manqué la correspondance. Bien qu'elle ait fait des signes et couru après le bus, celui-ci ne s'est pas arrêté. Elle l'a poursuivi jusqu'au pâté de maison suivant, mais ses efforts ont été vains. Par la suite, Ying-Ying s'est rendue à l'arrêt de bus suivant, à l'angle de Clark et de Goodwin Avenue, pour attendre l'arrivée du prochain bus. À 2h10, Rentré Stone a attendu Ying-Ying, mais elle n'est pas apparue. Inquiet, il a tenté de la contacter, mais n'a reçu aucune réponse. Plus tard dans la journée, ses professeurs ont également essayé de la localiser, sans succès. Finalement, le professeur Guan a signalé la disparition de Ying-Ying à la police. Après avoir vu Ying-Ying pour la dernière fois sur le campus, la police a recueilli des images de vidéosurveillance dans les environs. Les images montrent Ying-Ying courant après le bus et attendant ensuite à l'arrêt de bus. Cependant, avant de pouvoir monter dans le bus, elle est entrée dans une Saturn Astra noire qui s'était arrêtée à côté d'elle. L'identité du conducteur est restée inconnue, le numéro de la plaque d'immatriculation n'étant pas visible sur les images. Toutefois, les enquêteurs ont appris que seules 26 voitures de ce modèle spécifique étaient immatriculées dans le comté de Champaign et que seules 18 d'entre elles étaient des voitures à haillons, ce qui correspond à la voiture vue sur la caméra de surveillance. Cela a permis de réduire le nombre d'individus que la police devait retrouver. Le lundi suivant, 3 jours après la dernière apparition connue de Ying-Ying, la police a commencé à contacter les propriétaires des voitures identifiées. L'une des personnes interrogées est Brent Christensen, un jeune homme de 29 ans qui vit avec sa femme, Michelle Zortman. Brent avait fréquenté l'université du Wisconsin à Stevens Point et l'université du Wisconsin à Madison avant d'être accepté dans le programme de doctorat en physique de l'université de l'Illinois. Lors de l'interrogatoire, Brent a informé la police que sa femme était absente le week-end du 9 juin. Interrogée sur ses allées et venues entre 2 et 3 heures, ce vendredi-là,
il a affirmé ne pas s'en souvenir. Brent a autorisé la police à fouiller sa voiture et son appartement. N'ayant rien trouvé, la police a mis fin à sa perquisition et est repartie. Alors que le FBI et la police locale intensifiaient leurs recherches pour retrouver Ying Ying, une découverte cruciale a été faite lors de l'examen des images de vidéosurveillance de l'incident. Ils ont observé un défaut dans l'enjoliveur avant de la Saturn Astra noire qui correspondait à la description de la voiture de Brent, dont ils se souvenaient également qu'elle était équipée d'un toit ouvrant. Sur la base de CS Informations, ils ont obtenu un mandat le mercredi 14 juin et ont saisi la voiture et l'ordinateur de Brent. Brent, coopérant à l'enquête, s'est volontairement rendu au poste de police avec eux. Lors de l'interrogatoire au commissariat, Brent a d'abord prétendu avoir passé toute la journée de ce vendredi à jouer à des jeux vidéo. Cependant, le FBI l'a confronté à des preuves suggérant qu'il avait dragué une fille. En réponse, Brent a visiblement changé d'attitude et s'est mis à trembler. Il a ensuite admis qu'il avait peut-être confondu les jours, mais a insisté sur le fait que s'il avait effectivement dragué une fille, il ne pensait pas qu'il s'agissait de Ying Ying. Selon Brent, la fille qui l'a raccompagnée semblait en détresse, s'exprimait dans un anglais approximatif et a demandé à être transportée à un endroit situé à quelques pâtés de maison au nord de leur position actuelle. Brent a affirmé qu'après avoir pris un mauvais virage, la jeune fille a paniqué et est sortie de la voiture et qu'il ne savait pas où elle se trouvait par la suite. Une fouille de l'appartement de Brent a révélé 3 taches sur son matelas et un examen plus approfondi au luminal a révélé une tache supplémentaire sur une batte de baseball. 6 objets ont été envoyés pour des tests ADN. On a découvert que, bien que marié à Michelle, Brent avait une petite amie nommée Tara Bullis. Les forces de l'ordre ont demandé à Tara d'enregistrer Brent et, sur la base de cet enregistrement et des preuves recueillies lors de la perquisition de l'appartement, Brent a été accusé d'enlèvement ayant entraîné la mort de Ying Ying et d'avoir fait de fausses déclarations au FBI. Bien que le FBI ait cru que Ying Ying avait succombé à son sort, sa dépouille n'avait pas encore été découverte. L'accusation a monté un dossier présentant Brent comme un individu très intelligent et accompli jusqu'en décembre 2016, date à laquelle elle a soutenu qu'il avait commencé à mener une double existence. Selon leur argumentation, Brent a développé à cette époque une obsession troublante pour les tueurs en série, en particulier pour Ted Bundy. Ils ont souligné son intérêt particulier pour le livre American Psycho, dont le protagoniste mène une double vie de tueur en série. L'accusation a affirmé que la descente de Brent dans la planification criminelle s'est produite au printemps 2017. Il a présenté des preuves liées aux recherches effectuées sur son téléphone qui comprenaient des requêtes sur les tueurs en série et des téléchargements d'images représentant des femmes en état de servitude. Il s'est avéré que Brent avait visité des sites web discutant d'enlèvement, de rapt et d'enlèvement consensuel. Le 9 juin, selon l'accusation, le mariage de Brent s'était pratiquement désintégré. Il avait abandonné ses études de doctorat et était aux prises avec une consommation excessive d'alcool et de médicaments sur ordonnance. Le jury a été informé de la situation difficile de son mariage, ce qui a conduit Brent et Michelle à opter pour une relation ouverte, chacun ayant ses propres intérêts romantiques. En mars 2017, Brent a consulté un psychologue en raison de l'échec de son mariage. Au cours de cette séance, il a révélé des pensées sombres et troublantes, admettant qu'il envisageait d'enlever et de tuer quelqu'un. Tout en reconnaissant que ses pensées ressemblaient davantage à des projets, il a affirmé les avoir dépassés. L'accusation a soutenu que le récit de Brent sur le fait qu'il avait surmonté ses idées noires était une invention. Au contraire, ils ont soutenu que le 9 juin, il a activement cherché à transformer ses fantasmes en réalité. Selon eux, Michelle a quitté leur appartement tôt ce matin-là pour passer le week-end avec son petit ami, ce qui a permis à Brent de mettre ses plans à exécution. Avant 8 heures, Brent s'est rendu à l'épicerie Schnucks près de son appartement et a acheté une bouteille de rhum épicé Admiral Nelson. Vers 9h30, Brent a abordé une étudiante diplômée nommée Emily Hogan, près d'un arrêt de bus sur le campus.
Il a prétendu être un policier en civil, lui a montré un badge et lui a demandé de répondre à quelques questions. Lorsqu'il lui a demandé de monter dans sa voiture, elle a refusé. Sentant la suspicion s'installer, Emily a signalé l'incident à la police et a publié un avertissement sur Facebook, invitant les autres étudiants à se méfier d'un homme se faisant passer pour un policier. Plus tard, à 1h30, Brent a de nouveau fait le tour du campus. Repérant Ying qui courait après le bus alors qu'il roulait en sens inverse, il a fait demi-tour et s'est arrêté à côté d'elle à l'arrêt de bus. Ying est monté dans la voiture et, tragiquement, c'est la dernière fois qu'on l'a vu en vie. L'iPhone de Ying a été désactivé à 2h28, ce qui souligne la gravité de la situation. Le tribunal a pris connaissance de détails effrayants lorsque Brent, ignorant qu'il était enregistré par sa petite amie Tara lors d'une marche commémorative pour Ying le 29 juin, a raconté les événements horribles qui ont entouré la disparition de Ying. Bien qu'interrogé par les autorités après que la disparition de Ying a été signalée, Brent s'est rendu avec Tara à la marche commémorative et a partagé sans le savoir ce récit choquant au cours de leur conversation. Dans la conversation enregistrée, Brent décrit la lutte acharnée de Ying pour sa vie, qualifiant ses efforts de courageux et de presque surnaturels dans son refus de se rendre. Il a ensuite dévoilé la sinistre séquence des événements, révélant qu'il avait kidnappé Ying, lui avait lié les mains et l'avait emmenée dans son appartement et sa chambre, où il l'avait soumise à une agression sexuelle. Fait troublant, il a expliqué comment il s'est lassé des premières actions et a commencé à l'étrangler pendant 10 minutes atroces. Brent a ensuite expliqué qu'il avait infligé un coup dévastateur à la tête de Ying avec une batte de baseball, décrivant l'acte comme le fait de la frapper aussi fort qu'il le pouvait. Il l'a ensuite transportée dans la salle de bain et l'a placée dans la baignoire. Brent a révélé qu'il avait poignardé Ying et qu'elle avait tenté de se défendre en saisissant le couteau. Il a alors utilisé le même couteau pour la tuer. La procédure judiciaire a dévoilé d'autres détails troublants. Il a été révélé que Brent avait méticuleusement nettoyé l'appartement après avoir commis l'acte odieux contre Ying. Le dimanche 11 juin, il a acheté des produits de nettoyage, notamment du Drano et des tampons Swiffer, pour tenter d'effacer toute trace du crime. Il s'est débarrassé des affaires de Ying, notamment de ses vêtements, de son sac à dos et de ses restes, affirmant à Tara qu'elle avait disparu et qu'on ne la retrouverait jamais. Dans la conversation enregistrée, Brent a affirmé de manière choquante que Ying n'était pas sa première victime, affirmant qu'il avait commencé à tuer des femmes à l'âge de 19 ans et qu'elle était sa 13e victime. Toutefois, malgré les enquêtes menées par la police et le FBI, aucune preuve n'a été trouvée pour étayer les affirmations de Brent concernant des meurtres antérieurs. Malgré les efforts de Brent pour nettoyer l'appartement en profondeur, les examens médico-légaux ont révélé des traces de sang de Ying sur diverses surfaces, notamment le matelas, la batte de baseball, la plinthe du lit, les cloisons sèches et sous la moquette de la chambre à coucher. L'accusation a exhorté le jury à déclarer Brent coupable et à requérir la peine de mort. Il a fait valoir que ces actes, associés à ses pensées révélées lors de la consultation, à l'incident avec Emily, à la conversation enregistrée avec Tara et à ses activités sur le site internet FetLife, où il détaillait des plans d'enlèvement et d'agression, démontraient qu'il s'agissait d'un enlèvement prémédité. Notamment, 3 jours avant la disparition de Ying, un grand sac de sport vert, commandé par Brent sur Amazon, a été livré à son appartement. L'argumentation de la défense s'est concentrée sur la reconnaissance de la responsabilité de Brent dans la mort de Ying, un point qu'elle a clairement mis en évidence dans sa déclaration d'ouverture. Cependant, elle a soutenu que le dossier de l'accusation ne donnait pas une image complète des événements et de l'état mental de Brent. Leur objectif était de présenter un tableau plus complet au jury pendant le procès, en soulignant que la vie de Brent était en jeu et en plaidant contre la peine de mort. La défense s'est concentrée sur l'état d'esprit de Brent, invitant le jury à en tenir compte dans ses délibérations. Elle a informé le jury que Brent était fortement impliqué dans la consommation d'alcool, combiné à l'utilisation de Vicodin, et qu'il était aux prises avec des pensées sombres. Ils ont souligné son déclin académique, passant des meilleures notes des 3 premiers semestres à l'université à l'échec dans toutes les matières au 4e semestre.
Sa vie personnelle était en plein désarroi, sa femme Michelle ayant demandé le divorce après avoir rencontré quelqu'un d'autre, Ryan Vella. Au cours du procès, la défense a révélé que Michelle était la seule confidente de Brent lorsqu'ils se sont installés à Champaign. Elle a révélé que Michelle avait lancé un ultimatum à Brent, lui demandant d'arrêter de boire sous peine de la voir partir. En réponse, Brent a rapidement consulté un psychologue, poussé par la menace de perdre sa femme. Lors des séances de conseil, il a admis que l'alcool et les substances interdites avaient un impact négatif sur sa vie, entraînant des pensées néfastes à son égard et à l'égard des autres. La défense a également mentionné le fait que Brent s'est plié à une séance de conseil le 30 mars, ce qui lui a permis d'être orienté vers un centre local de traitement des dépendances. Au cours du procès, les témoignages de la famille et des amis de Brent l'ont dépeint comme une personne très intelligente qui, à un moment donné, semblait avoir un avenir prometteur. Cependant, en l'espace de quelques mois, sa vie a pris un tournant radical et il a fréquemment exprimé un sentiment d'échec. La défense a mis l'accent sur ses problèmes de santé mentale, bien que la défense fondée sur la maladie mentale ait finalement été retirée avant le début du procès. La défense a lancé un appel passionné au jury, l'implorant de reconnaître que le meurtre de Ying, bien qu'indéniablement horrible, n'était qu'un incident tragique dans la vie par ailleurs positive et prometteuse de Brent. Ils ont imploré le jury d'épargner sa vie. Bien que le jury ait reconnu Brent coupable d'enlèvement et de fausses déclarations au FBI, il n'a pas été en mesure de se prononcer à l'unanimité sur la peine de mort. En conséquence, il a été condamné à passer le reste de sa vie dans une prison fédérale sans libération. Les circonstances entourant le procès ont été profondément pénibles pour la famille de Ying. Non seulement ils ont dû faire face à la disparition de leur fille unique, qui a subi une agression brutale, un viol et un meurtre loin de chez elle, mais l'agonie s'est poursuivie alors que ses restes n'ont toujours pas été découverts. La mère de Ying, Li-Feng Ye, avait confronté Brent lors d'une audience préliminaire, lui demandant de révéler ce qu'il avait fait de sa fille. Brent a toutefois refusé de fournir la moindre information. Le poids émotionnel de la situation s'est avéré écrasant pour Li-Feng Ye, ce qui l'a empêché d'assister régulièrement au procès. Après la condamnation de Brent, alors que la famille se tenait à l'extérieur du tribunal, Li-Feng Ye a eu du mal à se tenir debout sans aide et a eu besoin du soutien d'un proche. La brutalité infligée à sa fille et à leur famille a fait des ravages et le chagrin palpable était évident. Tout ce que la famille de Ying souhaitait, c'était de la retrouver et de la ramener en Chine. En novembre 2018, Brent a finalement admis avoir placé le corps démembré de Ying dans 3 sacs à ordures et les avoir jetés dans la benne à ordures située à l'extérieur de son appartement. Malheureusement, le contenu de la benne a été récupéré et transporté dans une décharge du comté de Vermilion. Compte tenu de l'ampleur des recherches nécessaires, il est très peu probable que les restes de la jeune femme soient un jour retrouvés. La zone, d'une largeur d'environ 50 mètres, est recouverte d'au moins 30 pieds d'ordures. Le 11 août 2008, un lundi, Sarah Widmer, une hygiéniste dentaire de 24 ans, et son mari de 27 ans, Ryan Widmer, un planificateur sportif, se trouvaient chez eux à Fort Thomas, dans le Kentucky, aux États-Unis. Sarah venait de terminer son travail dans un cabinet dentaire et Ryan avait également terminé sa journée. Le couple, qui s'est rencontré par le biais d'amis communs et rapidement devenu inséparable, passe une soirée tranquille. Leur relation s'était épanouie, passant d'un rendez-vous arrangé dans un pub à l'achat d'une maison, au mariage et à la joie des jeunes mariés, après seulement 4 mois de mariage. Alors qu'ils se réjouissaient de leur avenir, qui comprenait des projets de lune de miel au Costa Rica et de vacances à Cancun, l'anticipation la plus excitante était centrée sur la perspective d'avoir un nouveau chiot, un projet qu'ils poursuivaient activement ensemble. Dans la nuit du 11 août, Ryan et Sarah Widmer ont dégusté des restes de hamburgers, des épis de maïs et des pommes de terre au fromage en regardant la télévision. Selon Ryan,
ils ont commencé par regarder les émissions préférées de Sarah avant de passer à un match de football. Par la suite, Sarah a décidé de prendre un bain dans la salle de bain de la chambre principale. Ryan se souvient qu'elle lui a demandé de vérifier les portes avant de la rejoindre à l'étage. Il s'est souvenu qu'elle était montée à l'étage après qu'ils se soient tous deux dit « Je t'aime ». Elle marchait sur la pointe des pieds, comme elle le faisait souvent. À 10h49 ce soir-là, Ryan a appelé le 911. L'appel a duré 7 minutes. Il a expliqué au répartiteur que sa femme s'était endormie dans la baignoire de leur maison de Morrow, dans l'Ohio. Ryan a déclaré au répartiteur « Ma femme s'est endormie dans la baignoire, je crois. J'étais en bas, je viens de monter et elle était allongée dans la baignoire, face contre terre. » Ryan explique au répartiteur qu'il était descendu regarder la télévision et qu'en remontant, il a découvert Sarah allongée dans la baignoire. Il a précisé qu'elle avait l'habitude de s'endormir régulièrement dans la baignoire. Suivant les instructions du dispatcher, Ryan entreprend de sortir Sarah de la baignoire et est guidé dans l'administration de la réanimation cardio-pulmonaire. Pendant ce temps, il a temporairement posé le téléphone pendant qu'il vidait la baignoire et soulevait Sarah, ce qui a pris environ 29 secondes. La police est arrivée à son domicile dans les 6 minutes qui ont suivi l'appel au 911 et a trouvé Sarah nue sur le sol de la chambre. Son corps était chaud et sec, mais ses cheveux étaient mouillés. Alors qu'il tentait de pratiquer la réanimation cardio-pulmonaire, les policiers ont observé un écoulement blanc rosé et mousseux émanant de la bouche et du nez de Sarah, ce qui indique une noyade. Lorsque les ambulanciers sont arrivés, ils ont tenté à 2 reprises, sans succès, d'intuber Sarah dans la chambre. Par la suite, 2 autres tentatives ont été faites dans l'ambulance pendant le trajet de 10 minutes jusqu'à l'hôpital. Malgré une 5e tentative d'intubation infructueuse, le médecin des urgences de l'hôpital a finalement réussi une 6e tentative. Malheureusement, il était trop tard et Sarah a été déclarée morte le soir même. Interrogé à l'hôpital, Ryan a informé la police que Sarah et lui étaient seuls à la maison ce soir-là. Il a indiqué qu'il regardait un match de football sur la télévision du rez-de-chaussée pendant que Sarah prenait un bain vers 10 heures. Exprimant son inquiétude, il a fait savoir à la police qu'il avait eu peur qu'elle ne s'endorme dans la baignoire. Lorsqu'on lui a demandé si Sarah s'était déjà endormie dans la baignoire, Ryan a répondu par la négative, tout en précisant qu'elle avait tendance à s'endormir dans des endroits inhabituels. Bien que Ryan ait affirmé à la police qu'il avait trouvé Sarah dans la baignoire et qu'il pensait qu'elle s'était endormie, les forces de l'ordre ont commencé à avoir des soupçons. En arrivant à la maison, ils ont remarqué que le corps de Sarah était sec, mais que ses cheveux étaient mouillés. Les inspecteurs ont perçu des incohérences dans le récit de Ryan, notamment en ce qui concerne l'appel au 911 où il décrit avoir trouvé Sarah allongée face contre terre dans la baignoire. Ils avaient des doutes quant à une contradiction potentielle, car ils pensaient que Ryan avait dit à une infirmière de l'hôpital qu'il l'avait trouvée face contre terre. Lors de la perquisition au domicile des Widmer, les forces de l'ordre ont remarqué plusieurs anomalies qui ont suscité d'autres inquiétudes. Le sol de la salle de bain, le tapis de la salle de bain et la serviette posée sur le sol étaient tous secs. La baignoire elle-même était pratiquement sèche, seules quelques gouttelettes ayant été observées autour de la bonde. Il est à noter qu'aucune serviette mouillée n'a été trouvée dans la maison. La police a découvert d'autres incohérences dans le récit de Ryan. Ryan leur a d'abord dit qu'il regardait un match de football des Bengals de Cincinnati sur la télévision du rez-de-chaussée pendant que Sarah prenait un bain. Cependant, après inspection, la télévision du rez-de-chaussée n'était pas réglée sur cette chaîne. Au contraire, la télévision de la chambre à coucher était réglée sur la chaîne spécifiée. En outre, la police a découvert des taches de sang sur la moquette de la chambre où Sarah avait été trouvée allongée sur le sol à son arrivée. Ces découvertes ont renforcé les soupçons et contribué à la liste croissante d'incohérences dans le récit de Ryan sur les événements qui se sont déroulés cette nuit-là. Le docteur Russell Uptegrove, coroner du comté de Warren, a procédé à l'autopsie de Sarah. 6 conclusions ont révélé que la cause du décès de Sarah était la noyade. Plusieurs blessures physiques ont été constatées lors de l'examen, notamment de légères ecchymoses sur le côté droit du front, une hémorragie pétéchiale sur la face interne de la paupière, des ecchymoses sur le côté gauche du cou,
une contusion sur la nuque, une abrasion sur l'aisselle gauche, ainsi que des ecchymoses et des lacérations sur la lèvre supérieure. Sarah présentait une hémorragie musculaire profonde dans la partie antérieure du cou et des contusions sur le cuir chevelu. Le docteur Uptegrove a conclu que la mort de Sarah était due à un homicide. Il a estimé que les blessures subies par Sarah s'étaient produites avant sa mort et ne correspondaient pas aux blessures généralement associées aux procédures de réanimation cardio-pulmonaire. Les rapports toxicologiques ont confirmé l'absence de substances interdites ou d'alcool dans l'organisme de Sarah. Fait remarquable, le 13 août 2008, 2 jours seulement après la mort de Sarah, Ryan a été arrêté pour meurtre aggravé. L'accusation a soutenu que Sarah était morte par noyade. Selon eux, la cause de la mort de Sarah n'est pas tellement contestée, mais la manière dont elle est morte l'est. Comment s'est-elle noyée? L'accusation a soutenu que les éléments de preuve provenant de l'appel au 911, de la scène de crime et des blessures de Sarah désignaient collectivement Ryan comme l'auteur de sa mort. Leur argumentation était centrée sur l'affirmation qu'il l'avait maintenue de force sous l'eau, la faisant se noyer dans la baignoire. Au cours de l'enquête, la police a dépoussiéré la baignoire à la recherche d'empreintes digitales et a identifié des traces qui auraient été créées par des mains humaines, principalement au milieu de la baignoire. En utilisant un procédé de fumigation de la superglue et l'imagerie ultraviolette réfléchie, ils ont détecté des empreintes digitales et des marques de frottis. En outre, une empreinte d'avant-bras a été découverte sur la baignoire. L'analyse des follicules pileux a permis de déterminer qu'elle avait été faite par un homme adulte. Toutefois, il n'a pas été possible de déterminer à quel moment l'empreinte a été faite. L'accusation a également soutenu que l'absence d'humidité à l'intérieur de la salle de bain ne correspondait pas au scénario décrit par Ryan. Si Sarah s'était noyée et que Ryan l'avait sortie de la baignoire, le sol et d'autres éléments de la salle de bain auraient dû être mouillés. Ils ont souligné au jury que lorsque la police est arrivée quelques minutes après l'appel de Ryan au 911, le corps de Sarah était sec. L'accusation a souligné les détails de l'appel au 911, affirmant que Ryan avait divulgué trop d'informations et orchestré l'appel, ce qui suggère un certain degré de préméditation. L'accusation a présenté au jury un récit suggérant qu'une violente confrontation avait eu lieu au domicile des Widmer au cours de cette nuit fatidique, sans que l'on en connaisse les raisons. Pour étayer son argumentation, l'accusation a fait appel à un expert qui a déclaré qu'il était hautement improbable de s'endormir et de se noyer dans une baignoire sans être sous l'influence de drogue et ou d'alcool. Selon ce témoignage, la sensation de l'eau sur le visage ou le déclenchement du réflexe nauséeux réveillerait généralement une personne et, à défaut, une diminution des niveaux d'oxygène l'inciterait à se réveiller. Le coroner Uptegrove, qui a procédé à l'autopsie de Sarah, a été appelé par l'accusation pour donner son avis d'expert sur les événements de cette nuit-là. Il a déclaré que pour que Sarah ait eu le corps sec et les cheveux mouillés, une explication plausible serait que sa tête ait été poussée par-dessus le bord de la baignoire, des toilettes ou de l'évier. Cet acte aurait pu se produire vers l'avant ou vers l'arrière, dans de l'eau courante ou immergée dans de l'eau pleine. Le cœur du dossier de l'accusation était l'affirmation que Ryan avait délibérément maintenu la tête de Sarah sous l'eau jusqu'à ce qu'elle se noie. Et sur la base de cette prémisse, ils ont soutenu qu'il devrait être reconnu coupable de son meurtre. La défense a répondu qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves pour étayer l'affirmation selon laquelle Ryan avait tué Sarah. Elle a souligné l'amour apparent entre le couple et a soutenu qu'il n'y avait pas de motif discernable pour Ryan de faire du mal à Sarah. Selon la défense, les personnes qui connaissaient Ryan ne l'avaient jamais vu se mettre en colère ou élever la voix. Les amis du couple ont attesté de leur bonheur et de leur conviction commune qu'ils faisaient des projets pour un avenir positif ensemble. Pour renforcer sa position, la défense a effectué sa propre autopsie, vraisemblablement dans le but de contester les conclusions présentées par les témoins de l'accusation, en particulier le coroner Uptegrove, ou de leur donner une autre perspective. Le 15 août 2008, 2 jours après la première autopsie,
Une seconde autopsie a été réalisée par le docteur Werner Spitz, engagé par la défense. Bien qu'il soit d'accord avec la conclusion selon laquelle la cause du décès de Sarah était la noyade, le docteur Spitz a exprimé une opinion différente sur la manière dont le décès s'est produit, déclarant qu'il l'aurait jugé indéterminé. Il a observé diverses blessures, notamment au cou, au bras près du pli du coude, à la lèvre supérieure, à la nuque, au cuir chevelu, une déchirure au foie et une hémorragie au cou. Le docteur Spitz n'a pas pu déterminer avec certitude si ces blessures étaient dues à la RCP. Par conséquent, il a affirmé qu'il ne classerait pas sa mort dans la catégorie des homicides. La défense a fait valoir que s'il y avait eu une violente altercation, comme le suggère l'accusation, il y aurait eu des preuves. Elle a notamment souligné l'absence de blessures sur les ongles non cassés ou ébréchés de Ryan et de Sarah. La défense a également attiré l'attention sur la présence d'un ADN féminin sous les ongles de Sarah, sans qu'aucune correspondance n'ait été identifiée. Elle a soutenu que les blessures observées sur Sarah étaient probablement la conséquence du massage cardiaque prolongé et des multiples tentatives d'intubation effectuées cette nuit-là, à la fois à l'intérieur de la maison, dans l'ambulance garée devant la maison, pendant le transport vers l'hôpital et à l'hôpital lui-même. La défense a avancé la théorie selon laquelle une cause médicale, telle qu'une crise d'épilepsie ou un trouble cardiaque, aurait pu être à l'origine de la mort de Sarah. Elle a également proposé une explication pour les preuves apparemment contradictoires du corps sec et des cheveux mouillés de Sarah, suggérant que la peau sèche plus vite que les cheveux. Lors du premier procès, le jury a déclaré Ryan non coupable de meurtre aggravé, mais l'a condamné pour meurtre. Cependant, quelques mois plus tard, un nouveau procès a été ordonné en raison de préoccupations soulevées par la défense. Il a été découvert que certains jurés avaient effectué leurs propres tests concernant le temps qu'il leur fallait pour se sécher après avoir pris un bain, ce qui aurait pu influencer leur compréhension des preuves. Le deuxième procès de Ryan a eu lieu en mai 2010. Cependant, le jury n'a pas été en mesure de parvenir à un verdict, ce qui a conduit à la déclaration d'un vice de procédure. En janvier 2011, le troisième procès de Ryan a commencé, introduisant des preuves supplémentaires dans la procédure judiciaire. La défense a cherché à monter un dossier suggérant que Sarah aurait pu souffrir d'une maladie cardiovasculaire ou neurologique non divulguée qui aurait entraîné une perte de conscience, provoquant sa noyade dans la baignoire. Pour étayer cet argument, ils ont présenté le témoignage de plusieurs experts médicaux qui ont évoqué la possibilité d'un tel problème médical sous-jacent. Cependant, l'État a contré ces 6 affirmations en appelant ses propres experts médicaux pour contester et réfuter les affirmations de la défense. Le témoignage des collègues de Sarah a fourni des informations supplémentaires sur son état de santé et sa routine quotidienne. Ils ont relaté des CAS où Sarah dormait dans sa voiture avant de commencer à travailler le matin et se rendait également dans sa voiture pour se reposer pendant ses pauses déjeuner. 6 collègues ont également révélé qu'elle souffrait d'allergies, de maux de tête et de douleurs d'estomac. À une occasion au moins, ces maux de tête étaient suffisamment graves pour provoquer des troubles de la vision, ce qui l'obligeait à se retirer dans une pièce sombre jusqu'à ce que les symptômes s'estompent. Le docteur Benjamin Mesmer, dentiste au cabinet où travaillait Sarah, a témoigné à la barre qu'il était présent le jour de la mort de Sarah. Il s'est souvenu qu'elle s'était plainte de maux de tête et d'estomac ce jour-là. Les témoignages des amis de Sarah montrent qu'elle avait tendance à s'endormir dans des endroits peu conventionnels, par exemple pendant un jeu ou au milieu d'une conversation de groupe. La situation était suffisamment importante pour que l'un de ses amis suggère qu'elle pourrait souffrir de narcolepsie, un trouble du sommeil caractérisé par une somnolence excessive, une paralysie du sommeil, des hallucinations et, dans certains cas, des épisodes de cataplexie. En revanche, la mère de Sarah, Ruth Ann Stewart, a témoigné en faveur de l'accusation. Elle a déclaré qu'elle n'avait jamais rien observé d'inhabituel dans les habitudes de sommeil de sa fille. Bien que Sarah ait souffert de maux de tête, Ruth pensait qu'ils étaient probablement dus à des problèmes de sinus. Selon le témoignage de Ruth, elle a parlé à Sarah le jour de sa mort alors qu'elle rentrait du travail
et Sarah n'a pas mentionné qu'elle avait mal à la tête. Ruth a souligné qu'il n'y avait pas d'antécédents familiaux de crise d'épilepsie, de maladies cardiaques ou de problèmes cardiaques. Bien que Sarah ait eu un souffle cardiaque lorsqu'elle était bébé et une fente palatine, un rapport d'examen physique de juin 2008 ne mentionnait pas la présence continue d'un souffle cardiaque. En outre, le rapport ne fait état d'aucune affection cardiaque, d'aucun défaut neurologique, ni d'aucune maladie. Le témoignage de Jennifer Crew a fourni un compte rendu important et potentiellement accablant. Selon ses déclarations, elle avait contacté Ryan lorsqu'il était en prison après avoir regardé un épisode de Dateline consacré à son CAS. Elle a affirmé que le 26 octobre 2009, à 11h06, Ryan l'a appelé et a avoué avoir tué Sarah. Jennifer a déclaré que Ryan avait dit « Je l'ai fait, j'ai tué Sarah, je l'ai fait ». Dans son témoignage, Jennifer a raconté que Ryan avait décrit une discussion animée avec Sarah dans leur salon, portant sur des questions liées à son infidélité présumée, à sa consommation d'alcool et de tabac et à son engagement dans la pornographie. La dispute aurait dégénéré à l'étage, où Sarah aurait informé Ryan que leur mariage était terminé. Selon Jennifer, la confrontation est devenue physique et Ryan aurait déclaré « Personne ne me quitte jamais, et je dis bien personne ». Le témoignage de Jennifer a pris une tournure plus sombre lorsqu'elle a décrit les aveux de violence de Ryan. Selon Jennifer, Ryan a avoué avoir donné un coup de poing dans la poitrine de Sarah lors de leur confrontation, la faisant tomber en arrière et se cogner la tête. Ryan a affirmé avoir perdu connaissance et, lorsqu'il a repris conscience, il a trouvé Sarah sur le sol, sans réaction et sans respirer, les cheveux mouillés. En outre, Jennifer affirme que lors de l'appel au 911, Ryan a simplement fait semblant de pratiquer la réanimation cardio-pulmonaire parce qu'il savait que Sarah était déjà morte, ce qui rendait toute réanimation inutile. Malgré cette révélation choquante, Jennifer a continué à discuter avec Ryan après leur première discussion. Ce n'est qu'après le second procès de Ryan, qui s'est soldé par un vice de procédure, qu'elle a signalé la conversation incriminée à la police. En réponse au témoignage de Jennifer, la défense a cherché à miner sa crédibilité. Elle a présenté des preuves concernant son passé de toxicomane et essai condamnation pour volume dans le but de mettre en doute la fiabilité de ses déclarations et de ses motivations. La défense a présenté un scénario difficile, arguant qu'elle ne pouvait pas expliquer avec certitude ce qui avait poussé Sarah à se noyer cette nuit-là. La défense a exhorté le jury à prendre en compte tous les faits entourant l'affaire et a insisté sur le fait que Ryan n'avait aucun motif apparent de faire du mal à Sarah. Malgré ces arguments, Ryan a finalement été reconnu coupable de meurtre et condamné à une peine de prison allant de 15 ans à la perpétuité. Il est intéressant de noter que l'un des jurés du troisième procès a souligné que le comportement de Ryan au tribunal avait joué un rôle important dans le verdict de culpabilité. Le juré a noté que Ryan n'avait manifesté aucune réaction lorsque les photos de l'autopsie ont été présentées au tribunal, suggérant que cette absence de réaction émotionnelle a influencé la perception de sa culpabilité. Que pensez-vous de cette histoire? Partagez vos opinions dans les commentaires. Merci d'avoir regardé et d'être avec nous. Prenez soin de vous et de vos proches.